importante de ces mouvements sociaux, à commencer par les diplômés chômeurs. Le PJD, Benkiral l'a dit, il n'y a pas seulement Benkiral, que nous sommes un gouvernement légaliste, c'est-à-dire un gouvernement, on est élu, donc on est légitime et on est là pour faire respecter la loi. Donc respecter la loi, c'est interdire toutes les manifestations, tous les sittings qui ne disposent pas d'une autorisation préalable. Donc ça a commencé, c'est les jeunes diplômés chômeurs qui ont fait les frais, et le mouvement a baissé. Le mouvement des grèves également a baissé. Rappelez-vous ce qu'a fait Benkiran, donc je dis Benkiran, c'est le gouvernement mené par le PJD. Donc le prélèvement sur salaire, elle a permis, quand on voit les statistiques à partir de 2013, à une diminution du nombre de grèves. C'était en moyenne 350 à 400 par an. Il a baissé. Donc après cette violence répressive à partir de 2013, 2014, 2015, rappelez-vous, les condamnations qui viennent d'être prononcées par rapport à au mouvement de l'Hassaïma, ça aussi, bien sûr, ça a permis une diffusion de peur par rapport à la manifestation, par rapport à cette occupation de l'espace public. Donc, on déplace le mouvement de l'espace public, donc après l'émeute qui était violente, à d'autres actions pacifique, on l'a déplacé, pas seulement par peur, mais la peur, elle agit parce que, tout simplement, le boycott, ça ne coûte pas cher. Le boycott, il suffit que je mette un j'aime, une vidéo fabriquée, etc. Et je suis tranquille, ça ne me coûte pas cher, ça ne m'engage pas, ni politiquement, ni par rapport aux forces de l'ordre, ni je n'ai pas à me déplacer, etc., etc. Donc, je participe d'une manière relativement simple. Et ça a permis, mais la question c'est pourquoi ça a pris. Parce que le boycott de Freya, pour ne pas la nommer, ça a été en 2015. Rappelons le blocage de Arnaud, je vais simplifier, qui voulait l'UCP dans le gouvernement. Donc les milices du PJD, ils étaient très actifs au niveau, des réseaux sociaux, les 300 personnes, et ils ont annoncé donc le boycott de Efrekia. Seulement, ça n'a pas tenu en 2015. Pour que ça tienne, il faut trouver un produit phare. Et on va choisir, c'est pas d'un un produit phare, c'est le lait, qui est consommé d'une manière, si vous voulez, populaire. Et on va dire qu'il y a une augmentation. Bon, chose après qu'on sait maintenant qu'il n'y avait pas une augmentation de prix. Voilà un produit laitier qui est populaire, donc on va dire qu'il a été, le prix a augmenté, on va défendre le pouvoir d'achat, etc., etc. Donc ce produit, il a tenu, et j'allais dire les victimes collatérales, c'était les cibles, c'était Arnouch, c'était donc Efrekia, et une autre victime, parce qu'on l'a vu circuler énormément la dernière patronne de la CUGM, elle était d'abord une femme ça ne plaît pas beaucoup, surtout après une réaction, tout le monde l'a vu je crois sur la vidéo de Ben Salah, une femme moderniste, une femme qui est toujours à côté du roi, on l'a vu à la télévision à plusieurs reprises, quand elle a fait les visites en Afrique, etc. Donc voilà les cibles, si vous voulez, cachées, et la cible qui est manifeste, c'est pour ça d'ailleurs Danone a réagi que les deux autres, parce qu'ils savent que ce n'est pas le produit qui est mis en cause, mais plutôt Arnouch, plutôt la femme qui est la femme d'entreprise. Et là, il a fait j'allais dire le buzz. Donc les gens, ils ont adhéré. Et les gens, ils ont adhéré pas uniquement virtuellement, ils ont adhéré aussi. Même ceux qui ne savent même pas ce que c'est que Facebook, on les trouve devant les épiciers, devant les stations d'essence des frères pour vous empêcher donc de prendre de l'essence ou d'acheter. Donc ce qu'on peut retenir, parce que la communication, la mauvaise communication, n'a fait qu'envenimer les choses. C'était pris comme une provocation. Ça n'a fait qu'augmenter encore la protestation. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur c'est un phénomène de jeunes.
Ah, ça, il faut le dire. Et les jeunes, nous avons des jeunes, rien qu'en 2007, tout à l'heure, quand je parlais des grands changements qu'on ne voit pas, en 2007, par exemple, on avait 300 000 étudiants qui sont dans les études supérieures. 10 ans après, on a presque 1 million. Et ces 1 million de jeunes, c'est eux, si vous voulez, qui circulent dans les réseaux sociaux. Donc il y a une... Juste pour la parler sérieux, comme ça on l'appelle Très bien. Allez-y. Donc vous disiez, ce sont les 1 million qui aujourd'hui... Donc il y a 1 million, il faut prendre ça en considération. Donc 1 million d'éduqués, qui sont des étudiants, et ce 1 million, bon, il n'y a pas que les millions, les jeunes d'une manière générale, surtout quand on voit les dernières statistiques de HCP, les 2 millions de jeunes entre 15 et 24 ans n'ont ni formation, ni emploi, ni éducation. Voilà. Donc ces 2 millions, c'est énorme. Comment vous voulez des jeunes en plein désespoir ne participent pas à un événement, quel que soit, pas seulement le boycott. Le boycott, ce n'est qu'un prétexte. Donc à chaque fois que il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, les conditions, il ne faut pas que ça m'engage, ni politiquement. Je n'ai pas envie de me ficher par la police, etc. Donc, ça va me coûter moins cher. Donc, je participe tout simplement parce qu'il y a un mécontentement, ça il faut le savoir chez les jeunes. Il y a un sentiment de plus en plus développé chez les jeunes, un sentiment d'injustice. Donc, si j'ai bien compris... On aime Hagore. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, on va assister à la réapparition d'autres formes de contestation de plus en plus fréquemment, si j'ai bien compris. Plus vous avez des problèmes, plus il y a... Alors juste, mais vraiment rapidement, donc 2 ou 3 mots comme ça en... alors, voilà, la question a été posée. Juste rapidement, juste un commentaire, dire que c'est des milices du PJD qui ont conçu cette opération. Je pense que personne aujourd'hui n'a des éléments tangibles ou des indicateurs pour pouvoir dire que cette opération, en tout cas, a été préparée, conçue, que c'est une plateforme qui a été conçue. En tout cas, pas à ma connaissance, sauf s'il y a des éléments qu'on ne connaît pas. C'est vrai que ce sont des informations qui ont circulé. C'est pour ça que j'ai dit, nous manquons cruellement de data sur ce mouvement de boycott. Comment c'est parti? Parce que tout est parti d'une fake news, d'une augmentation de prix. Mais aujourd'hui, personne n'a les moyens de vous remonter ou de vous tracer qui a fait quoi et comment ça a pris sur le digital. Quel groupe, comment ça a été enchaîné, quels influenceurs en tout cas ont joué le jeu. Donc aujourd'hui, on manque et il est difficile aujourd'hui de jeter la responsabilité sur un acteur ou un autre. Non, en fait, juste pour... on n'est pas en train de jeter la responsabilité. C'est juste, il y a un faisceau d'indicateurs et nous sommes en train d'analyser. Alors oui, monsieur, allez, vous voulez répondre sur cette histoire de l'avenir de cette forme de manifestation? Moi, j'aurais presque envie de vous poser la question inverse. Pourquoi ça ne se referait pas? C'est plus dans ce sens-là. Écoutez, je vais reprendre pendant 2 minutes, si vous permettez, une casquette d'ingénieur. Après tout, moi, je suis ingénieur de formation. Je vais voir les données de manière scientifique. En plus, je suis dans l'IT. Je ne comprends pas que... Bon, c'est exactement ce que disait Ismaël, pardon. Je ne comprends pas que, justement, les achats de logiciels qui permettent d'analyser les réseaux n'aient pas explosé. Et là, je peux vous assurer, puisque je suis dans le secteur, qu'il n'y a même pas eu un qui a été acheté supplémentaire. Même pas un. Ça veut dire qu'on revient à ce que je disais au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. La e-réputation, c'est compliqué, parce qu'on rentre dans un faisceau de... Non, là, il s'agit d'acheter Excel. Ça ne s'appelle pas Excel, ça a un nom. On l'achète, on le branche sur les réseaux sociaux, on achète un abonnement. Alors ça coûte cher, oui, ça coûte cher, ça peut coûter plusieurs millions de dirhams. Mais enfin, bon, par rapport à ce qui est aux pertes qu'on entend, c'est rien du tout. Anyway, aujourd'hui, il n'y a pas eu un achat de ce genre de choses. Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, ce qui fait que, non seulement, pourquoi ça ne se reproduirait pas, mais toutes les raisons sont là pour que les gens qui ont soi-disant la responsabilité de protéger les entreprises, voire l'État,
en prennent encore plein la gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on prête le flanc, là on a pris une baffe du côté droit, on tend la joue gauche et on attend que ça se passe. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, toujours dans la même direction, c'est que tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait de comprendre. En fait, on ne comprend pas, on analyse le phénomène. C'est-à-dire que je mets au défi quiconque de comprendre. Et là, à nouveau, je prends mon chapeau d'ingénieur, big data, il y a des statistiques, il y a des outils, il y a tout ce qu'il faut pour analyser. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est dans la pub de Google. Google est capable de vous dire que dans 3 jours, il va y avoir une épidémie de gastro entre l'Arayesh et Asela. Parce que en recherchant aujourd'hui, c'est possible. Mais personne n'utilise ça. Si, alhamdoulilah, la Sûreté nationale et tout ce qu'il y a autour utilisent ces outils-là, heureusement, parce que c'est comme ça qu'ils nous protègent, nous, tous les jours. Et heureusement qu'ils sont là. Eux, ils ont compris. Ils font leur travail de manière professionnelle, ils ont les outils, les bons outils, ils prévoient des choses, ils voient ce qui se passe. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas dire si le boycott va continuer ou va s'arrêter. Là, on attend et on regarde ce qui se passe, et puis on attend. Alors qu'il y a des outils scientifiques, c'est-à-dire que je peux vous vendre, moi, un outil qui, demain, va vous dire exactement, écoutez, le foyer, il est du côté de, je ne sais pas, moi, de Hamna. J'en sais rien, je ne sais pas où il est. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais avec ces outils-là, on peut savoir qui le dit, qui le fait, à quel moment, comment ça se passe. Ça existe. Et personne ne le fait. Donc, on va en prendre plein la gueule encore. Le problème, c'est que là, à la limite, je vais dire, c'est pas grave. Ça n'est que de l'argent. Ça n'est que de l'argent. Mais on risque d'aller au-delà. Et supposez que demain, il y ait un boycott sur quelque chose qui soit une valeur. C'est-à-dire, on va boycotter absolument tous les magasins où, quand on va rentrer, allez, on va prendre les hommes qui servent dans ce magasin n'ont pas les yeux marrons. On est sur une possibilité. On peut avoir des choses. Alors, on sait que le Maroc est un Maroc pluriel. On peut allumer des feux dans tous les sens. Et si on n'est pas préparé, et si on ne fait pas le suivi, on est mort. Le plus de 45 ans, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a reçu, dans le cadre des auditions au niveau du CESE, les jeunesses des partis. Eh bien écoutez, je suis désolé, c'est moi qui avais 25 ans et c'est eux qui en avaient 60. Donc c'est vraiment... Et puisqu'on revient à l'âge, je voudrais profiter du fait que je sois dans un établissement universitaire. Il y a exactement 25 ans, et 2 jours et 6 heures, la première liaison Internet était opérationnelle à l'école Mohammedia. Ça fait exactement 25 ans, ça fait un quart de siècle. Les gens ont l'impression que ça existe depuis toujours. Non, ben justement, c'est pas si récent que ça, parce que dans la salle, la majorité n'était pas née. Mais ça fait 25 ans, ça fait 25 ans que ça existe. Hein, donc c'est... alors si je prends les enfants qui avaient 3 ans à cette époque-là, hein, donc qu'on monte à 28 aujourd'hui, ça fait la majorité des Marocains. C'est-à-dire que la majorité des Marocains sont nés avec Internet qui existe au Maroc. Je ne parle pas dans le monde, je parle au Maroc. Écoutez, merci. Ah oui, mais très rapidement. Très rapidement, et puis merci parce que vous avez totalement introduit ce que je voulais dire. Moi, je voulais prendre 2 minutes pour faire la paix avec les plus de 45 ans, justement, quand il y en a pas mal ici, et pour dire que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de contexte dans lequel la personne est née et a évolué. Et donc, c'est normal aujourd'hui que quelqu'un qui est né en 90, qui n'a pas connu les années de plomb, et donc qui n'a pas connu forcément Deris el-Bessari, n'aura pas le même rapport à l'État que celui qui est né avant. On n'a pas le même rapport à l'État que quelqu'un effectivement qui est né après les années 2000 croit qu'Internet a toujours existé. Et donc de la même manière aujourd'hui, la relation émotionnelle avec Danone, donc quand on est venu avec un spot totalement émotionnel, Danone, pendant le mois de Ramadan, qui dit qu'on a existé depuis toujours, eh bien, vous avez existé peut-être depuis toujours. Il y a des personnes qui ont vu la naissance de ces marques et qui, effectivement, avec qui il y a eu un lien émotionnel, mais pas toutes. C'est un peu comme ceux qui ont vu le Maroc-Mexico de 86 et ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, qui pensent que l'équipe nationale a toujours été nulle. Aujourd'hui, les gouvernants doivent prendre cela en considération et comprendre que chacun
que ces nouvelles générations qui aujourd'hui sont à l'origine de ce boycott, comme à l'origine de Hirak, comme à l'origine de ce qui se passe à Jarada, c'est des personnes qui ont un rapport différent à l'autorité, qui ont un rapport différent au pays, qui vivent leur patriotisme de façon différente, pour qui le patriotisme n'est pas le melhama, pour qui le patriotisme est une action sociale qui a de l'impact et qui permet vraiment de créer la différence. Et si on arrive à comprendre cela, c'est la façon d'agir et de réagir qui va changer dans le bon sens. Merci beaucoup, Khadija. Alors, en tout cas, le rôle d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est justement de créer ces espaces de débat où on essaie d'expliquer, pas de comprendre, d'analyser, d'étudier et de faire des recommandations. Et puis après, il faut que ça arrive au cercle de décision pour justement prendre les mesures qui s'imposent. Alors, je voudrais ouvrir la voie aux questions. Et alors, si vous avez des questions, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de prendre 3 par 3. Comme ça, on prend le temps d'y répondre. Et je demande aux intervenants que les réponses soient brèves. Comme ça, on donne la chance au maximum de personnes. Et je vous demanderai de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Frédéric Chevalier, CEO d'une start-up qui s'appelle Legally Services. En fait, en venant ici, et puis pour en avoir parlé plusieurs fois, je me demandais si on ne s'intéressait pas à l'arbre qui cache la forêt. Et les éléments de réponse que j'ai entendus par ailleurs me font méditer le scénario qu'il faut peut-être étudier. C'est pas de savoir si le boycott va continuer 3 mois, 6 mois ou 1 an, mais c'est de se dire qu'on est on est en présence de signaux faibles qu'on devrait essayer de comprendre. Et je pense que derrière ça, effectivement, c'est une question de pouvoir d'achat, mais c'est tout le modèle social du Maroc qui est la question qui est posée, la question de la croissance d'un pays qui a tous les atouts pour arriver à un rôle de pays émergent et qui ne redistribue pas bien cette croissance et creuse les inégalités. Et donc, effectivement, c'est plus facile probablement de s'exprimer ou de s'opposer aujourd'hui avec les réseaux sociaux que de descendre dans la rue. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus profond et qui pourrait être beaucoup plus grave que ça, que le boycott. Et puis, il y avait juste un autre aspect, c'est effectivement, vous avez mentionné la sécurité nationale. Et je suis quand même très surpris qu'au Maroc, où justement on a une sécurité nationale extrêmement efficace, où on est capable en 24 heures d'envoyer en prison quelqu'un qui a mis un statut Facebook pour faire l'apologie de l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, qu'on ne soit pas au moins, je ne parle pas au niveau des entreprises, mais au niveau de l'État. Quand je vois le désarroi du gouvernement face à ce mouvement de boycott, je suis vraiment très surpris qu'on n'ait pas les moyens quand même de tracer un minimum de choses, parce que ces logiciels, ils les ont, on ne les fait pas forcément tourner en préventif, on peut analyser a posteriori, et je suis quand même un petit peu surpris. Pardon, c'est une intervention, une question? Vous voulez poser une question? C'était juste une autre question. Oui. Donc, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour vos interventions. Puis ma question, c'est concernant... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord, je suis Mouad Bahraoui, étudiant à l'école HUM, au Master 1, en logistique et management international. Et je suis aussi président du Rotaract Club HUM. Donc, ma question, c'est aujourd'hui la situation du boycott s'est aggravée. On ne boycotte plus les marques, mais plutôt les propriétaires de ces marques. Et du coup, pour les actions correctives, est-ce qu'on doit commencer par l'image de ces propriétaires? Là, on parle d'Arnouch, on parle de Ben Saleh, plutôt des Français. Donc, ou bien on doit donner la priorité aux images de marque. Hicham Boukhnif, directeur général du cabinet Aigle Bleu. J'ai une question directe sur le boycott. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu.
Le boycott, tout le monde le sait. Vous pouvez poser la question à tous les analystes politiques, les critiques politiques sur le plan national et international. C'est quelque chose qui a été créé pour quelque chose. Aujourd'hui, la seule partie qui détient la vérité, c'est l'État. L'État au Maroc sait tout ce qui se passe. Donc, après, nous, on fait nos propres lectures, le gouvernement, les changements, motion de censure, réaménagement politique, etc. Aujourd'hui, je pense que nous, acteurs de la société, nous devons bouger un peu, parce que au lieu de faire l'analyse de ce qui s'est passé, parce qu'on est en train de prendre, nos entreprises prennent, les IDE prennent, bon, le problème de la société a déjà pris sur les 5-6 dernières années, l'économie se porte bien, pas bien, je ne suis pas bien placé pour dire ce qu'il en est, mais on sait comment l'économie se porte. Aujourd'hui, il faut, ça y est, on a passé la phase teaser. Maintenant, il faut passer à la révélation. Qu'on arrête. Le peuple marocain, la cible, ne peut pas gérer un boycott comme ça. Parce que à la base, il y a eu des outils, il y a eu des productions professionnelles qui ont servi, etc. Ils ont surfé sur les réseaux sociaux, etc. Mais il ne faut pas se tromper de réalité. C'est toujours politique, c'est toujours une partie qui crée quelque chose, et je pense que ça a été créé et ils n'ont pas pu arrêter l'hémorragie. Donc maintenant, essayons de trouver des solutions, et c'est d'où là ma question, comment peut-on arrêter l'hémorragie qui est en train de toucher l'économie? Merci. Très bien, merci pour votre question. Alors, juste, on fait une première réponse et puis après on donne la parole à la salle. Alors je retiens, monsieur parle de boycott, c'est un signal faible qui est à déchiffrer. Effectivement, il y a des choses qu'on doit pouvoir analyser. Et là, la question peut-être est posée davantage aux sociologues et au comité économique, enfin, Conseil économique et social. Et puis, on a une deuxième question. Est-ce que la communication doit être dirigée vers la marque ou les personnes? Et une troisième question sur, alors maintenant, peut-être qu'il faut passer du teaser à la révélation. Qui est derrière tout ça? Alors, voilà, donc, commence par... C'est bon? Je peux comprendre qu'il y a des questionnements, mais je pense que planter le décor en disant qui est derrière ça pour pouvoir agir, on n'avancera pas. Je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé dans le sens, ce malaise-là, ce malaise social qui est en train de s'exprimer. Et dans les marques, on sent des victimes. Le DG de Danone l'a clairement dit dans sa première sortie. Il a dit « nous sommes une victime collatérale ». Je pense, je ne suis pas sûr, je pense que Centrale Danone a des éléments. Parce que quand un DG sort devant les médias et déclare ce genre de... c'est qu'il a des éléments, mais qu'il ne veut pas peut-être partager avec peut-être le grand public. Je ne sais pas, en tout cas, moi je me base sur les déclarations d'un DG vis-à-vis des médias. Mais je pense qu'il faut dépasser ce... parce que sinon on va être victime de... on va se parler... le fait de dire qui est derrière ça, nous n'avancerons pas dans le débat, on n'aura pas les solutions qu'il faut. Je pense que c'est pas... moi je me méfie de ce genre de raisonnement parce que ça ne nous permet pas de trouver vraiment les causes profondes qui sont, je pense, claires. Et je crois qu'il y a un contexte qui a permis à ce phénomène de ratisser large. Ce contexte, il est social, il est politique, il est économique. Je pense... je pars sous le contrôle du sociologue. Tant que vous avez la parole, alors est-ce que vous pouvez répondre à la question, est-ce que maintenant il faut viser la marque ou la personne, puisque vous êtes spécialiste des contenus? Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les personnes. Je pense, vu un petit peu la charge qu'il y a eu et la secousse, parce que ces personnes sont les premières concernées. Et vous savez, quand on est dans la politique et dans le business, c'est un équilibre assez difficile à gérer. Et je pense que c'est là où intervient
la réputation, la communication, c'est vraiment un exercice pas facile à tenir, mais je pense que ces personnes-là, vu la nature un peu du boycott, vu les messages qui ont été envoyés par ce boycott, il y a un gros travail à faire. Parce que ces personnes sont liées à leur marque. Vous savez, quand on est vraiment lié à sa marque, la personne doit être tenue aussi de, même si on n'aime pas, mais à un moment donné, il faut y aller. Je pense en termes de communication, ces personnes devraient se jeter à l'eau. Pardon, Smaïl, vous vouliez réagir? Oui, juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les gens qui ont lancé ce mouvement et qui l'ont entretenu. Je pense que aujourd'hui, clairement, on ne sait pas qui l'a lancé. On a des faisceaux de présomption qui montrent qui a pu l'entretenir. Et on arrive à y trouver comment dire, en cherchant bien, on arrive à trouver des faisceaux concordants montrant qu'il y a des réseaux militants qui ont alimenté ce boycott, etc. Mais le premier acteur principal de ce boycott, c'est la créativité des Marocains. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez suivi les 3 dernières semaines de la Coupe du Monde, le nombre de contenus extraordinairement drôles qui sont sortis sur la participation marocaine et les participations internationales à la Coupe du Monde, des montages, des images drôles, des choses qui ont circulé via les réseaux sociaux, on n'a pas arrêté de recevoir des choses. Et ces contenus qui ont été produits pendant ce phénomène de boycott contiennent des codes de communication populaires. Et je fais bien attention à dire le mot populaire et pas populiste, parce qu'en fait, c'est pas négatif. C'est des codes de communication qui sont celui des Marocains. C'est des contenus qui sont en dirigeant, qui ne sont pas en français, qui ne sont pas en arabe classique, qui sont dans le parler vrai des gens, qui sont dans une communication extrêmement directe. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des codes de communication complexes parce que le niveau d'instruction, et ça c'est le nombre d'années d'école où ils ont été à l'école, le nombre d'années où les gens ont été à l'école, le niveau d'instruction moyen de la population étant relativement faible, et c'est malheureux, on leur parle, franchement, on leur parle cash, on parle directement et on utilise un langage simple en expliquant clairement où est la raison du boycott et pourquoi il faut boycotter, quel est l'impact. Et donc ça, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quelle personne qui a un téléphone portable aujourd'hui est en mesure de faire un contenu qui va buzzer et viraliser à fond. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a 18 millions de smartphones au Maroc. Donc il y a 18 millions de personnes qui sont à même de produire un contenu qui va viraliser et c'est extrêmement simple à faire. Et les principaux façons de s'en rendre compte, c'est regarder le nombre de youtubeurs aujourd'hui qui dans leur chambre, des adolescents qui dans leur chambre arrivent à rassembler des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui les suivent et qui voient l'ensemble de leurs vidéos et sans qu'il n'ait aucune formation spécifique et qui se sont auto-formés sur YouTube. Et donc aujourd'hui, la question de dire il faut arrêter le teasing, il faut passer à la suite on la connaît, on en parle depuis tout à l'heure. D'accord ? C'est un phénomène de fond. Frédéric en a parlé juste avant vous. Le phénomène de fond, il est sous-jacent, clair, transparent. On sait où est le problème. Et donc aujourd'hui, l'action, elle n'est pas au niveau des marques. Et pour répondre au jeune homme là-bas qui nous disait, est-ce que les marques, est-ce qu'il faut les marques ou la personne? Ce qui se passe est symptomatique de la structure du tissu industriel et entrepreneurial du Maroc. Il est extrêmement centralisé autour de personnes. Vous avez des grands chefs d'industrie et de grands chefs d'entreprise qui personnalisent un certain nombre de secteurs d'activité et qui sont très visibles et qui gèrent énormément de business et qui sont des gens qui personnifient leur marque. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, et on est aussi dans le heureux vivant caché. Donc les gens ne veulent pas se montrer, ils essayent de rester le plus discret possible. En fait, aujourd'hui, c'est compliqué parce que les gens savent qui appartient à quoi, enfin, quoi appartient à qui. Et donc aujourd'hui, quand on veut atteindre quelqu'un, il suffit d'aller le taper au portefeuille parce que c'est là que ça fait mal. Alors, rapidement, monsieur Achir, monsieur Alaoui, monsieur a posé la question sur les signaux faibles à interpréter de ce boycott, et il dit, si j'ai bien compris, ça peut cacher d'autres choses qui peuvent venir plus tard et que ce n'est pas qu'une question de je suis en train de militer confortablement chez moi. Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour cela que j'ai fait le parallèle
avec les émeutes pour justement comprendre que le boycott, c'est l'aboutissement, si vous voulez, d'un mécontentement social qu'on a traîné depuis l'indépendance. Donc il y a toujours un mécontentement social, seulement ce mécontentement, il est en train de se creuser. C'est pour cela que j'ai donné, c'est pas un hasard, je vous ai dit tout à l'heure, les 300 000 étudiants en 2007, on se retrouve avec 1 million. J'ai parlé aussi des chômeurs qui sont jeunes, etc. Donc il y a un mécontentement social au-delà du boycott et qui s'exprime à travers les réseaux sociaux et donc à travers le boycott, comme il s'exprime d'ailleurs dans l'espace public. On a vu les manifestations massives des enseignants contractuels, on a vu les manifestations massives des étudiants en médecine, nous avons vu les manifestations massives d'Al Husseima contre le coût élevé de l'électricité dans le nord, à Tanger, etc. Donc il y a un mécontentement social au-delà des marques. Donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure qu'il y a un déplacement, pas un déplacement total, parce que ça reste toujours l'occupation de l'espace public, il y est toujours, mais elle est en train de s'affaiblir. Donc, il se déplace vers le virtuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça ne coûte pas cher à l'individu. Donc, il ne dépense absolument rien, il peut faire j'aime, il peut participer, etc. Mais je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il y a que le mouvement, même en sociologie, on ne parle pas de mouvement de boycott parce qu'il s'agit d'individus. Mais je dis que c'est une action d'individu, donc une action individuelle qui s'exprime, si vous voulez, d'une manière collective. Collective parce qu'ils ont un slogan, ils ont un programme, pas le boycott. Donc ils ont une cible commune et tout le monde donc, est d'accord sur cette cible. Mais ça reste toujours une action individuelle, donc une action inorganisée. Une action qui n'a pas, si vous voulez, d'idéologie au moins apparente. Il n'a pas, la seule revendication, c'est la cherté du coût de la vie. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait la fédération de plusieurs jeunes qui sont déjà, il y a un terrain fertile, parfois ça peut prendre, parfois ça ne prend pas, mais là, la cherté. Je rappelle qu'il y a plusieurs mouvements en 2006, 2007, 2008, Nseriat par exemple, contre la vie chère, mais ça n'a pas mobilisé beaucoup de monde dans l'espace public. Là, il se trouve que ça a mobilisé énormément de monde dans le virtuel. Et ces jeunes dans le monde virtuel, ils sont contre, tout le monde, personne ne veut descendre dans la rue. Parce qu'il y a cette invisibilité, donc cet anonymat, l'acteur ou l'individu, il est caché derrière, il ne veut pas s'afficher. Donc j'ai dit tout à l'heure que le mouvement, le boycott, c'est une expression sociale d'un mécontentement. Et le mécontentement, comme le dit toute la littérature sociologique essentiellement américaine, le mécontentement collectif, c'est le premier pas vers la révolte. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je suis en train d'associer, en moi dans ma tête, entre le phénomène de l'émeute, à part la violence et le boycott, elle est pacifique, mais elle est inorganisée. Mais dans le boycott, on peut trouver, vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a des professionnels de la protestation, il ne faut pas l'oublier, des individus d'accord, mais il n'y a pas que des individus. Il y a des professionnels de la protestation, ça peut être les islamistes, ça peut être PGD, ça peut être le Taléa, ça peut être le PSU, ça peut être... il y a tellement d'associations, de partis politiques, de syndicats qui s'inscrivent dans des mouvements protestataires qui peuvent, le PSU par exemple, il voulait encadrer ce mouvement, mais c'est impossible parce que le mouvement s'est déclenché, il est impossible de l'arrêter parce qu'on n'a pas d'interlocuteur, il n'y a personne qui représente ce mouvement. Merci. Donc, alors, on va essayer de prendre 3 questions. Mais Alors, je prends la parole juste parce que je vais exprimer un point de vue qui est différent par rapport à celui de Smaïl et de Mohamed, par rapport à la communication. Je pense qu'il faut communiquer sur les marques et pas sur les personnes. D'abord, pour 2 raisons. D'abord, c'est les marques qui sont attaquées de façon claire. Et encore une fois, je ne peux pas donner une bonne réponse à la mauvaise question. Aujourd'hui, c'est les marques qui sont interpellées. Il faut répondre en mettant en avant les marques. La question des personnes est très légitime, mais elle doit être traitée de façon différente.
Aujourd'hui, si on pense, et là la théorie du complot, on peut toujours l'évoquer, il y a énormément d'interprétations qui ont été émises dans ce sens. Si on suppose qu'effectivement les cibles étaient les patrons de ces deux marques, certains ont même trouvé réponse à l'histoire de Centrale Danone en expliquant que Centrale Danone aussi incarne quelque part la proximité avec le pouvoir, ou alors quand on a et le pouvoir économique et politique du fait que jamais il n'y a eu de réelle dissociation d'image avec la SNI. Donc l'entreprise n'a jamais communiqué sur la dissociation d'image. Donc il y en a qui ont trouvé cette interprétation aussi. Et dans ce cas-là, on est face à un phénomène de révolte de la population contre des personnages qu'ils estiment incarnent ce mélange entre ou détenir le pouvoir économique et politique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas la première fois qu'il y a cette expression, mais c'est une nouvelle forme d'exprimer ce ras-le-bol. Parce que, rappelons-nous, le 20 février, parmi les slogans qui ont été mis en avant, c'est cela, c'est dissocier ces deux pouvoirs. Donc la réponse à cela ne se passera certainement pas à travers redorer le blason de ces personnages, mais au contraire, les pousser à mener une réflexion de fond, ces personnages, mais aussi l'État de façon générale, les acteurs de l'État sur cela, sur cette tendance de plus en plus courante d'avoir des hommes et des femmes d'affaires en train d'accéder à des pouvoirs politique. Ce n'est pas ça le problème, mais c'est cumuler ces deux pouvoirs et se positionner comme faiseur du beau temps, de la pluie et du beau temps, qui dérange clairement la population qui s'exprime. Dans le même registre de cette théorie du complot, j'aimerais aussi rebondir sur ce que disait Ismaël tout à l'heure, le fait de servir une eau étrangère à la place d'une eau marocaine et dire pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas que le boycott n'a pas été initié juste pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, pour céder la place à d'autres marques qui peuvent arriver. Il y a 3 jours, 2 jours, hier même, j'écoutais à la radio l'information sur le fait que le gouvernement vient d'annoncer de façon officieuse qu'il y a de nouveaux agréments de producteurs de carburant, 9 agréments qui vont être délivrés dans les 3-4 prochaines semaines, et donc à condition qu'ils puissent ouvrir 10 pompes dans un délai d'1 an, et qu'il y a déjà 9 prétendants qui vont avoir des licences. C'est un hasard, on peut dire, c'est dans une logique de libéralisation que le pays a entamé il y a quelques années, mais faire coïncider tout cela avec une campagne de boycott sur 2 secteurs d'activité qui sont très clairs, ça pousse aussi à réfléchir. Et donc les interprétations ne finissent pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la réaction. Parce qu'à mon avis, la réaction peut changer le sort. Si on réagit bien, on peut réorienter le sort. Très bien. Alors, juste pour rappeler que donc, on va prendre 2-3 autres questions et comme ça, il y a une question de timing. Juste pour rappeler que aussi le Maraï a voulu rentrer sur le marché du lait. Merci. On a beaucoup parlé de la communication d'entreprise, des marchés. Vous pouvez vous présenter. C'est Samid Banquier. Merci. On a beaucoup parlé de la communication d'entreprise, des marchés, des marques, mais à mon avis, et certains politologues d'ailleurs le confirment, M. Rachir aussi a parlé plus ou moins d'une explication d'ordre politique. Certains politologues disent que ce phénomène ou ce boycott n'est pas neutre. C'est beaucoup plus politique qu'économique. Ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une question de marque. La preuve, si on prend les 3 secteurs d'activité, le secteur des carburants, il y a plus d'une dizaine de marques sur le marché. Pourquoi la marque A, non pas la marque B, non pas la marque C? La même chose pour les entreprises de production laitière. Pourquoi la marque A, non pas la marque B, non pas la marque C? Et la même chose pour le 3e secteur d'activité qui est la production de l'eau de table. Ceci d'une part. D'autre part, à mon avis, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire notre économie? On a du mal déjà à créer d'autres postes d'emploi et à relancer la croissance. Et nous sommes en train de cibler des entreprises nationales qui créent de l'emploi, de la valeur ajoutée. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner. Merci. Bonsoir,
Amin Tiamaz, Média 24. Donc, j'ai deux questions, une par rapport au boycott et une pour me tenir à la thématique. Donc, par rapport au boycott, j'aimerais dire que si on a boycotté ces marques, enfin, si la société marocaine s'est mise au boycott, ah non. Ah, moi, on a. Mais c'est un pronom impersonnel, linguistiquement parlant. D'accord. Hein? Enfin, si vous avez boycotté les marques. Même si ça s'est fait sur la base du pricing, même, on se tient au fait, c'est une probabilité, c'est possible. Alors, le problème, c'est qu'on s'attaque du mauvais angle. Donc, le problème, par exemple, par rapport aux hydrocarbures, c'est le fait que ça a été libéré alors que c'est un oligopole. C'est ça le problème du pricing au niveau des hydrocarbures. Et si on s'attaque de l'angle de la qualité, comme l'a dit Mme Janati, alors boycotter une marque, c'est peut-être la mauvaise tactique. Enfin, il faut peut-être boycotter le produit en espérant qu'on ne meurt pas de soif. Et si c'est un phénomène social, purement social, si c'est un ras-le-bol social, c'est peut-être, ce sera un exercice social en fait, enfin, pour montrer que la société elle est soudée et qu'on est capable d'exprimer un certain ras-le-bol vis-à-vis d'une politique, d'une stratégie nationale ou les haja. Mais le fait est qu'on se défoule sur des acteurs économiques qui œuvrent dans le libre marché et qui n'en ont rien à voir. Si c'est pour repousser une certaine stratégie ou une tactique nationale, peut-être que les gens devraient se diriger vers le gouvernement ou vers des marches. Moi, je reste factuel. Très bien. Et la deuxième question, c'est par rapport à la digitalisation. Smali. Donc vous parlez de e-réputation, vous parlez de stratégies digitales qui auraient pu être faites pour justement atténuer l'effet du boycott. Mais en fait, la cible en termes de réseaux sociaux, les taux de conversion sur Google ou les Dekshi, ils ne sont pas prêts à les marques, elles ont recours aux stratégies digitales minimalistes de community management parce que c'est tout ce qui marche, a priori. Enfin, j'aimerais savoir. Merci. Très bien. Alors, on a beaucoup de questions. S'il vous plaît, on prend deux et puis c'est bon. On prend deux et puis c'est bon. Bonjour, je me présente, Adil Chaoui, expert comptable. En fait, je voudrais vous poser une question qui a rapport avec le boycott et le deuxième point que je vais aborder, c'est un point qui est en rapport avec la transformation numérique de la société. Alors, concernant le boycott, moi j'ai été choqué d'un point qui a été dit par plusieurs intervenants, c'est la notion d'impunité. Ma question, a-t-on le droit sur Internet de diffamer une entreprise, de casser son modèle économique, de rapporter des faits qui peuvent être faux ou vrais, en totale impunité, que ce soit ici en France ou à l'étranger, je ne sais pas quelles sont les pratiques à l'international. Je sais que, par exemple, sur les forums sur Internet, il y a des modérateurs qui existent et qui permettent un petit peu de calmer les différents intervenants. Donc, est-ce que des réseaux sociaux tels que Facebook ou autres peuvent contrôler ou limiter, un tant soit peu, la virulence des interventions? La question doit être posée. Même si ce n'est pas possible, mais on doit poser cette question, on doit se poser la question. Imaginez-vous une entreprise et vous avez quelqu'un en face de chez vous qui sort une pancarte et qui dit « votre produit n'est pas bon » et qui empêche les gens d'entrer. C'est ce qui se passe. Ça, c'est ma question par rapport au boycott. Y a-t-il ne serait-ce que des outils législatifs et peut-on peut-être poursuivre quand la sécurité et la pérennité de milliers d'emplois est mise en cause? Alors, ça, c'est ma première question. Oui, je vais faire vite. Le deuxième point, c'est concernant la transformation numérique de la société.
Cette transformation numérique, je voudrais apporter un témoignage par rapport à ce qu'a dit Ismaël sur la fiscalité. Notre pays a connu une transformation fiscale très rapide, c'est-à-dire qu'en 3 ans, toute la fiscalité marocaine s'est digitalisée. On est passé d'une déclaration de société qui avait plus de 50 millions de chiffres d'affaires il y a 3 ans à toutes les entités marocaines, c'est-à-dire personnes physiques, personnes morales, qui ont commencé à faire leur déclaration du jour au lendemain, sans aucun travail d'éducation, avec des pénalités, avec un certain nombre de... Enfin bref, ça a été fait dans une précipitation, je trouve, très importante. La résultante actuellement, c'est que beaucoup de notre société et beaucoup de personnes ont des contrôles parce qu'ils n'ont pas bien rempli leur déclaration. Le sentiment, le retour que nous avons, nous, en tant que professionnels des comptes, c'est que les gens maintenant préfèrent être dans l'informel que dans le formel. S'il vous plaît, on essaiera de décourter parce que nous avons des gens qui vont partir à Rabat, qui vont rentrer à Rabat. Il est déjà 8h30. Donc je pense qu'on a compris le sens de votre question. Voilà, alors s'il vous plaît, nous avons des gens qui doivent partir. On ne peut pas tout prendre. Alors, une vraiment dernière question, mais très rapidement, 30 secondes, pas plus. Hein. Dernière question, 30 secondes, s'il vous plaît. Salam alaikum. Mohamed El-Haytami, cadre dans une institution financière. J'ai pas de question, c'est un partage. Moi, je pense, et c'est un avis personnel, qu'il n'y a pas de rationnel derrière cette action de boycott. J'ai beau poser la question à des collègues, à des voisins, en essayant de savoir et de comprendre quelles sont les raisons derrière ce boycott. Moi, je pense qu'il y a un phénomène, oui, social, oui. Il y a des gens qui sont dans des situations de besoin, oui. Mais il y a beaucoup de Marocains qui sont des suiveurs. Et moi, je pense que les entreprises qui sont victimes de cette action de boycott sont victimes aussi de beaucoup d'acteurs qui ont démissionné de l'action qu'ils devaient faire, d'encadrement, de médiation, d'explicitation. Alors, combien d'échanges, combien de manifestations, combien de tables rondes ont été organisées par rapport à cette action de boycott? Moi, la seule émission qui a traité ce phénomène de boycott, je pense au niveau de la radio Aswat, beaucoup de gens ont démissionné. منهم الأحزاب السياسية، منهم النقابات، منهم جمعية حماية المستهلكين إلى آخره. وبالتالي تنظن بأنه il faudrait que chaque acteur joue son rôle et soit responsable par rapport à sa position qu'il a. Très bien. Alors, message transmis. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on arrête la porte des questions. Une femme, mais alors là, vraiment. Une journaliste, alors pour ne pas avoir des problèmes avec la presse. Oui, alors, madame, mais... Merci. Dounia Sban, donc je vais être très bon journaliste aujourd'hui le Maroc, qui fait partie du groupe Aqua, entre parenthèses. Donc on a senti nous aussi donc ce boycott, mais je voulais revenir sur un phénomène marocain qu'on sait toujours. Il y a toujours eu des tabous et face à des crises, on choisit toujours le silence. Aujourd'hui, vous avez eu donc peut-être que je vais dire quelque chose qui va pas trop plaire à la com, mais bon, Khadija me connaît très bien, donc elle va faire la lecture politique. Aujourd'hui, au niveau de vos interventions, vous étiez d'accord sur dire tous qu'en fait il y a eu un blême au niveau des utilisations des outils pour mesurer la e-réputation ou faire de la traçabilité comme le ferait un sécuritaire, mais il y a eu aussi l'avis à converger vers le fait que c'est un malaise social et qui a été justement décliné sous une autre forme qui n'engage pas le citoyen. Donc aujourd'hui, la question que je me pose très clairement, est-ce que ce n'est pas légitime pour ces entreprises, et ce n'est pas que je les défends sur leur position et leur posture, d'attendre
que ça baisse et que ça se calme. Et aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux et avec la Coupe du Monde, on voit que les choses se sont... et qu'il y aura des décisions gouvernementales qui vont arriver avec la fête du trône. Donc je pense qu'aujourd'hui, la lecture a été faite sur le plan politique. Ne me regarde pas comme ça, Khadija. Merci. Très bien. Merci. Alors, rapidement, les questions qui ont été posées tournent autour de ces items. Alors, libéraliser un secteur oligopolistique, ça, sans prendre les garde-fous. Est-ce qu'on n'est pas en train de casser l'économie avec ce mouvement de boycott? Comment atténuer la virulence sur Facebook? La transformation numérique, la fiscalité, la déclaration en ligne sans avoir préparé les entreprises et sans leur donner un temps de répit. C'est un mouvement qui n'est pas rationnel. Et puis la dernière question, est-ce qu'on ne ferait pas, la meilleure stratégie serait de faire du wait and see en attendant que la vague passe. Alors, et après, je pense que l'État s'est suffisamment engagé sur ce... Voilà. Très bien. Voilà. Alors, donc, je vous laisse la parole. Je vais prendre deux questions, enfin deux points sur lesquels je vais réagir. Le premier, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'économie nationale? Je pense que les gens, beaucoup de gens, se considèrent en marge de l'économie nationale. Ils ne sont pas déclarés à la CNSS, ils bénéficient d'aucun avantage social, ils bénéficient de rien. Donc l'économie nationale, ils s'en foutent, quoi. C'est pas leur problème. Lui, il veut juste trouver de quoi bouffer le soir et de trouver où dormir et de nourrir ses enfants. Donc son économie nationale, ça ne le concerne pas. Donc vraiment, cette question-là que vous posez, c'est incluons les gens dans l'économie nationale et derrière, disons-leur, attention, là, vous faites du mal à l'économie nationale. Mais pour l'instant, premier élément, il faut les inclure. Or, notre système n'est pas inclusif. Et c'est la question du modèle social. Notre modèle social, aujourd'hui, n'est pas inclusif. Je crois qu'il y a 8% de la population marocaine qui est inscrite à la CNSS. 8%, un Marocain sur 12. Si vous croisez 12 Marocains dans la rue, il y en a 11 qui n'ont aucune protection sociale. Il n'existe pas pour la protection sociale. Donc, vraiment, ils s'en foutent. Franchement, toute franchise, quand vous venez de leur dire vous êtes traître à la nation, tu te dis oui, mais je m'en fous de la nation. D'abord, je vais faire nourrir mes gosses. C'est ça qui va l'intéresser. Deuxième point, je vais répondre à Adil par rapport à Facebook, la modération, etc. Je n'ai pas souvenir, et ça fait 9 ans que je suis dans le secteur du digital au Maroc, etc. Je n'ai pas souvenir aujourd'hui d'une marque ni d'une personne publique qui ait été en justice pour faire valoir ses droits à l'image contre une personne publique, contre quelqu'un qui a pris une prise de position sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas ce souvenir. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais je ne pense l'avoir jamais vu. D'abord parce que je ne sais pas si la législation aujourd'hui elle est très claire là-dessus. Comme disait M. Alaoui tout à l'heure, encore une fois, les gens qui prennent la parole sur Internet, ils ne croient pas ils n'ont pas la limitation du droit, ils ne croient pas en le droit, ils ne connaissent pas la loi, ça ne les intéresse pas beaucoup. Donc ce n'est pas ce problème-là. Donc la question de oui, normalement la législation devrait protéger les marques sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui, étant donné le phénomène énorme qui est en train de se passer, une marque multinationale ou une grande marque nationale venir attaquer un pauvre citoyen devant la justice parce qu'il a raconté une fake news? C'est encore pire, ils vont nourrir encore pire le boycott. Donc non, ils ne le feront pas, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et si demain, il y en a un qui me demande est-ce que je l'attaque en justice, là si tu fais ça, là tu vas encore nourrir encore plus le boycott, parce que c'est le fort contre le faible. Donc ils ne le feront pas. Et est-ce que Facebook a les moyens de le faire? Aujourd'hui, Facebook, il ne connaît pas le Maroc. Pour Facebook, le Maroc est un micro-point invisible pour eux. Ils ont 2 milliards de personnes, 12 millions au Maroc, ça fait 0,0x%. Donc pour eux, c'est epsilon. Donc est-ce qu'aujourd'hui, si ces marques-là, alors si Danone était parti voir Facebook en leur disant il faut que vous supprimiez ces contenus, normalement ça existe. Ils ont les technologies pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, sauf que les vidéos aujourd'hui, elles passent plus par Facebook, elles passent par WhatsApp. Combien de vidéos vous les recevez par WhatsApp? Encore une anecdote, mon coursier, il a changé sa photo de profil, il a mis un truc Moqatéon aujourd'hui sur sa photo de profil.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sorti de enfin, c'est aller au-delà. Donc oui, ils ont le pouvoir de le faire. D'ailleurs, le meilleur exemple, la meilleure preuve qu'ils ont le moyen d'interdire des vidéos qui ne fonctionnent pas, allez essayer de trouver les vidéos début de la Coupe du Monde sur YouTube ou là sur Facebook, là c'est hyper compliqué. Dès que quelqu'un la poste, elle est supprimée. Une musique, c'est pareil, dès que quelqu'un la poste, elle est supprimée. Donc ils auraient ce pouvoir-là. Mais encore faudrait-il que ces marques, elles aient fait ce travail-là vis-à-vis de ces réseaux sociaux-là pour demander à ce que ces vidéos soient supprimées. Mais encore une fois, la vague est tellement énorme et tout n'est pas de la fake news. Tout n'est pas illégal. Il y a beaucoup de vidéos qui sont publiées qui sont tout à fait légales, tout à fait conformes à la législation. Quand quelqu'un vous dit ce produit-là, il coûte 6 dirhams, il est trop cher, il a le droit d'exprimer son avis. Il a le droit de dire qu'il trouve le produit trop cher. C'est son avis. Il a le droit de le dire. Personne ne va lui interdire. Très bien, Smaïl, je pense que le message est passé. Alors, il nous reste encore le mouvement qui n'est pas rationnel, donc difficile à maîtriser. Alors, et puis, est-ce qu'on n'a pas pris un trop risque en libéralisant un secteur oligopolistique, je vais y arriver, sans les garde-fous nécessaires, notamment le Conseil de la concurrence qu'on devait activer? Oui, Smaïl. Je réponds à la question du jeune homme qui est pertinente. Et ton intervention résume la complexité du sujet. Mais pour rester dans le fait, c'est même ma déformation journalistique, le rapport parlementaire sur les carburants, voilà, je pense qu'il a entretenu et crédibilisé le mouvement. Ce rapport... Pardon? Exactement. Non, mais pardon, vous savez, on ne va pas commencer un débat, Mais juste que... Voilà. Oui, ce rapport-là, en tout cas, son timing a fait que ça a donné encore des raisons pour ceux peut-être qui voyaient le mouvement de loin. Mais là, on se retrouve, c'est là où je disais de la bonne data, là on a en face d'un rapport parlementaire qui nous dit, et encore il est limité, qui nous donne des éléments concrets sur lesquels ce marché-là était, donc cette libéralisation était mal encadrée. Donc ça donne encore des raisons pour le boycott. Je ne parlais pas de restrictions, mais personne ne restreint. Mais connaissant la nature de ce produit-là, voilà, on parle de carburant. Exactement. Mais tellement ce boycott, il y a tellement des raisons économiques, sociales, politiques, fait que ce rapport-là est un élément qui s'est ajouté et qui a donné encore du crédit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce rapport-là était un outil aussi qui a été, les tours d'offre qui a été employé pour justifier un petit peu les revendications, en tout cas, de ceux qui boycottent. Est-ce que la meilleure stratégie ne serait pas de faire du wait and see en attendant une décision du gouvernement, peut-être les discours du trône, et les marques n'ont pas intérêt à communiquer pour envenimer la situation? Ça, c'est la question d'Ounia. Oui. Ounia, dans ta question, il y avait deux parties. La deuxième partie, c'est un délit d'initié. La deuxième partie, c'est un délit d'initié. Quand tu parles de décisions de gouvernement qui vont arriver bientôt, pour calmer les choses, c'est un délit d'initié. Lorsque tu parles de la première partie de la question dans laquelle tu dis est-ce que le fait de wait and... Tu m'as interpellé sur l'interprétation politique. C'est ça mon interprétation politique. Le deuxième volet est vraiment la politique du wait and see. Souvent, en tant que professionnel de la communication, on peut recommander du wait and see. Et Smaïl, de la même façon que oui, tu as été consulté, je crois qu'ils ont fait le tour de toutes les agences de la place. Donc on a passé 6 heures avec l'une des compagnies dans un hôtel 5 étoiles où ils ont fait leur QG pendant 1 semaine. Ils sont venus de partout. Oui, moi je l'assume, je suis en intervention. Et effectivement, on a expliqué que le wait and see peut être une bonne politique lorsque je n'ai encore rien fait, avant de prendre parti. Le wait and see ne peut pas se faire après avoir eu un directeur financier qui vient, qui s'affiche de façon très claire avec une position. Le wait and see ne peut pas se pratiquer quand j'ai lancé un communiqué de presse à la MAP où je détaille la composition du pricing de ma bouteille d'eau. Donc le wait and see peut être une très bonne politique à condition qu'en face, tu aies des gens
qui vont se calmer. La réalité a prouvé que les boycotteurs ne vont pas se calmer parce que ce n'est pas un mouvement naturel. C'est un mouvement orchestré, c'est un mouvement encadré. Le tracking des personnes qui sont derrière par des agences spécialisées a montré qu'à chaque fois qu'on sentait que ça s'essoufflait, on venait pour le réveiller encore. Il n'est pas réveillé en ce moment parce que ça va passer inaperçu, parce qu'on a effectivement un événement qui est la Coupe du Monde. Attendant que les internautes soient encore en période de vide, et ça va venir avec les vacances, ça va se calmer, et réveillons-les. Mais on va les réveiller en sortant de nouveaux arguments. Tout au long de cette campagne, à chaque fois qu'on réveillait les internautes, on leur donnait une nouveauté, un nouvel argument, une nouvelle idée. Dernier point sur lequel je vais intervenir, c'est l'impunité. Je trouve que qu'on n'est pas du tout dans un contexte où on peut parler d'impunité, qu'on n'est plutôt pas du tout dans un système qui nous permet de parler d'impunité du citoyen. Parlons d'abord de l'impunité des gouvernants et après parlons de l'impunité du citoyen. Je vois très mal un gouvernement punir un citoyen pour avoir même partagé une fake news ou diffamé une entreprise quand vous avez un ministre qui traite dans le Parlement c'est de la diffamation aussi, quand vous traitez le peuple d'imbécile, c'est de la diffamation, donc, ou d'étourdi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à activer tous les mécanismes envers le citoyen qu'on peut activer. Parce qu'à un moment, et dans un contexte de réseaux sociaux, dans un contexte où la censure se fait de plus en plus difficile, dans un contexte où on a beaucoup plus de canaux d'expression qui deviennent de plus en plus difficilement maîtrisables, on ne peut pas tout activer. Et donc, l'impunité aujourd'hui envers le citoyen nécessite tout un système dont on est encore malheureusement très loin dans le contexte actuel. Très bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre patience, pour les échanges. Nous avons des gens qui doivent rentrer malheureusement. Donc, je vais vous demander des applaudissements bien forts et merci encore une fois.